ici Julie et vous écoutez Côté Canap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Casier, jeune autrice de BD qui est venue nous parler de son nouveau livre fraîchement sorti et qui s'intitule M. Silencio. Au travers son témoignage, vous allez découvrir une intrigue palpitante et les secrets de sa réalisation. Adeline nous révélera son parcours créatif et ses ressentis en tant que femme autrice. Prêt à plonger dans l'univers de la BD ? C'est parti ! Bonjour, bienvenue sur Côté Canap. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis une jeune autrice de bande dessinée. J'ai sorti mon premier album très récemment qui s'intitule M. Silencio. J'espère en sortir plein d'autres. Et voilà, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Je suis sortie en 2020 diplômée. Je travaille à produire des histoires. Ok. Voilà. Donc si on se voit aujourd'hui, en fait, c'est justement parce que tu es l'autrice et dessinatrice de M. Silencio que tu as sorti en janvier. Il est tout fraîchement sorti, ça fait du coup... J'ai l'exclusivité. Oui. Je savais. Et donc ce livre raconte l'histoire de ton grand-père immigré du Portugal. C'est bien ça ? C'est ça. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'histoire que raconte ta BD ? Oui. Je vais remettre un petit peu de contexte. Ouais, pas de souci. C'est toute la première partie de mon album introduit un peu tout ça, le contexte socio-politique du Portugal. À la base, moi, j'ai eu envie de raconter cette histoire parce que ma mère, elle me racontait une anecdote qui revenait quand même assez souvent, où elle me disait que mon grand-père avait dû se cacher dans un camion à cochons au moment de passer la douane, quand il était en France. Quand il passait la frontière franco-espagnole, ouais, c'est ça. Donc, il fallait se cacher et j'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai été l'interviewer et à partir de là, en fait, j'avais vraiment, avant de faire l'interview, j'avais déjà l'idée d'en faire un récit, enfin de raconter une histoire à propos de ça. Après, je me suis quand même beaucoup documentée pour avoir plus d'informations sur pourquoi il avait décidé de partir, en fait, pourquoi est-ce qu'on décide de quitter son pays, et surtout de quitter sa famille, parce que donc ma mère qui m'avait raconté cette anecdote, elle a des souvenirs de quand elle était petite et qu'elle habitait au Portugal. Donc elle a vécu l'immigration avec ton grand-père ? Non, elle a pas traversé non avec lui. Donc lui, il va partir tout seul, en fait. Ouais. Et c'était le tout début de l'immigration portugaise, donc c'était quand même assez dangereux. Et d'ailleurs, même après, à la fin, il y a une postface d'un historien qui s'appelle Victor Pereira, qui explique très très bien en fait comment ça s'est passé, comment les autres Portugais ont immigré, et que notamment pour les femmes et les enfants, c'était quand même assez dangereux, et surtout pour les femmes qui pouvaient être victimes d'agressions sexuelles pendant la traversée, parce que ça fait partie des personnes qui sont qu'on considère comme étant les plus vulnérables. Et ce projet de BD, t'es venu déjà au moment des études ou alors c'est après ? En fait, j'allais obtenir mon diplôme en 2020. Ouais. Donc je l'ai obtenu et tout de suite après j'ai eu cette idée-là. Et pour remettre un petit peu de contexte, au Portugal, donc c'était la dictature salazariste. Mm-hmm. Donc il y avait des gens qui pouvaient être mobilisés et envoyés dans les colonies, donc Cap-Vert, Mozambique, Angola. Donc tu pouvais être mobilisé, envoyé dans un pays où il y avait des soulèvements de population, parce que du coup les populations noires, enfin les endroits où il y avait les colonies étaient considérés comme des esclaves, donc évidemment il y a eu des soulèvements, et Salazar considérait que ces colonies-là appartenaient au Portugal et que c'était ça qui allait rapporter de l'argent. Donc en fait, il mettait tout son argent, toute son énergie à envoyer des gens à essayer de gagner cette guerre, quoi. Donc le reste du Portugal était quand même relativement pauvre. Et mon grand-père vient du nord du Portugal, donc c'est quand même des petits villages qui sont un peu, pas délaissés, mais on va dire qui sont en retrait, quoi. Ouais, qui sont un peu en retrait. Ma grand-mère était journalière, donc tous les jours, elle allait à la ferme pour voir s'il y avait du travail. Donc c'est vraiment du travail au jour le jour, était payée à la fin de la journée pour le travail effectué. Et si jamais le chef de ferme, je sais pas comment on appelle ça, mais
dit ben écoute, aujourd'hui il y a pas de boulot, ben t'as pas de boulot et donc tu sais pas si tu sais pas nourrir ta famille et voilà, c'est au jour le jour le stress et c'est ça. Et mon grand-père faisait déjà un boulot qui était quand même relativement pénible. Et toute cette histoire-là sur le Portugal, tu l'as compris au moment de l'interview de ton grand-père ou c'est quelque chose qui te passionnait déjà d'avant, le côté historique du Ben Portugal? je savais pas, enfin je savais qu'il y avait la dictature salazariste, mais j'étais pas au courant de toutes les. Donc Tout il m'a vraiment un peu remis le contexte. Il m'expliquait bah oui, moi j'avais peur de me faire mobiliser et d'être envoyée. En fait, dans mon récit, c'est un récit qui est basé sur un témoignage, mais qui est quand même fictionnel. Donc, je voulais quand même redonner une ambiance générale de ce que c'était le Portugal à ce moment-là. Et donc après, je me suis documentée. J'ai su qu'il y avait aussi des délations, donc pas tout le temps, mais ça existait quand même. Le fait que ça soit pauvre, qu'on puisse perdre son travail très très facilement. Enfin, en fait, tout ça, je voulais qu'on le sente bien dans la première partie de mon album, qui me permettait d'expliquer pourquoi est-ce qu'on décide de partir de son pays, que c'est très très rarement anodin et que encore maintenant il y a beaucoup de gens qui immigrent. Donc certes c'est pas forcément les mêmes situations, c'est pas exactement les mêmes vécus, mais il y a toujours cette idée que les gens s'ils partent de leur pays, c'est que très probablement ils font ce choix-là qui est quand même relativement difficile, mais parce que soit ils vivent dans une guerre, soit ils vivent dans une dictature où ils ont des privations de liberté, soit ils sont dans un pays qui est tellement pauvre qu'ils n'ont pas de possibilité d'avenir. Donc, je trouvais que raconter ce récit-là avait toute son importance, déjà de rendre hommage à l'histoire de mon grand-père et à l'histoire des Portugais et Portugaises qui ont fait cette immigration, mais aussi de la remettre dans le contexte actuel, puisqu'il y a encore. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui te sensibilise par rapport à la cause des immigrés, par rapport à justement toute cette étude que tu as dû faire pour créer ton œuvre? Bah oui, parce que quand on écoute les informations, on sait bien que les gens qui immigrent fuient des guerres, des dictatures où il y a des grosses privations de liberté, quoi. Autant le récit de mon grand-père était quand même teinté de difficultés, parce qu'il a traversé toute l'Espagne à pied. Et il y avait donc la Guardia Civile, donc c'est les militaires espagnols qui tiraient à vue sur les migrants. Mais après, j'ai lu d'autres témoignages où la Guardia Civile laissait passer. Ils savaient très bien qu'ils étaient dans l'illégalité, mais laissaient passer. Donc en fait, il y a plein de récits d'immigration différentes. Mais on voit très bien actuellement que si on peut essayer de ne pas faire rentrer des migrants dans l'Europe, pour être plus général, on va dire, on va le faire. Et c'est toujours aussi déshumanisant pour les personnes qui vivent ces trajectoires-là. Et quand tu as décidé de faire ce projet BD et que tu en as parlé à ton grand-père, comment il a réagi? Ouais, il était content, je pense, que je m'intéresse à son histoire. Après, il y a une espèce de truc dans cette génération-là qui est qu'on n'aime pas trop parler de soi. Une discrétion sur... Ouais, une espèce, peut-être plus, je dirais, de la pudeur ou quelque chose comme ça. Ça a été difficile de lui tirer un petit peu les verres du nez sur son expérience de vie? Non, mais une fois qu'il me l'avait raconté, il fallait plus que je pose trop de questions. Ouais. Voilà. C'était dit, c'était sorti. Voilà, c'est ça. Et c'était fini. Ok. Donc j'ai trouvé ça très chouette de sa part d'avoir fait cet effort et d'être d'accord que je m'en imprègne pour en raconter une histoire. Et quelle a été sa réaction quand il a vu ton œuvre finie, visuellement? Mais il n'a pas encore eu le temps de la voir. Donc j'ai donné un exemplaire à mes parents, évidemment. Ma mère l'a lu et a été beaucoup touchée. Et mon grand-père, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller lui remettre un exemplaire en main propre. Oui. Après, faut voir parce que bon, c'est son histoire, mais tout d'un coup, aussi. Et le personnage principal n'est plus tout à fait lui. Enfin, évidemment que j'y mets aussi un peu de moi dans ce personnage. Il y a une créativité qui est de fils, oui, ça c'est logique. Et comment tu as choisi le style graphite pour ta BD? Moi, j'aime bien travailler en noir et blanc. Ouais. Et du coup, c'est venu naturellement ce style-là
pour tes essais Naturellement, je sais pas trop, parce que le travail du dessin, c'est un travail au long cours. En fait, on évolue dans la vie en même temps que notre dessin évolue, aussi en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on voit comme film, comme spectacle. En fait, on se nourrit de plein de choses. Et quelle est ton inspiration, toi, justement, si t'es parti sur ce projet? Qu'est-ce qui t'inspire, peut-être comme lecture ou comme autre BD En bande dessinée, j'apprécie beaucoup le travail de Christophe Blain. Bon, c'est un grand nom de la BD quand même. Okay. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est un peu plus indépendant, donc le travail de Dominique Goblet notamment. Ensuite, qu'est-ce que j'aime encore? Qu'est-ce qui m'inspire? Des auteurs comme Alfred, qui a sorti une trilogie récemment avec Senso, Come Prima, et la dernière, je me souviens plus du nom du dernier album. Mais voilà, il y a plusieurs auteurs et autrices comme ça que j'apprécie. Est-ce que tu t'es fait aider par tes anciens professeurs pour la création de ton œuvre? Je dirais que c'est plutôt le fait d'avoir été dans un atelier, en fait. Oui. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur le parcours d'écriture? Ouais. Donc la création de ton œuvre, tu me dis que tu as été dans un atelier. Ouais. Qu'est-ce que c'est en fait, à la suite de mes études, avec des anciens de l'Académie des Beaux-Arts qui étaient pas forcément dans les mêmes années d'études que moi, qui étaient plus âgés, qui avaient déjà une expérience dans la bande dessinée. Avec ces auteurs-là, on a décidé de créer un lieu qui s'appelle le Tréteau, qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus. Donc c'est un endroit où il y avait un espace galerie, c'était à tourner. Il y avait un espace galerie au rez-de-chaussée, et au premier étage, c'était un espace d'atelier qu'on partageait donc à 6. Et ce qui était chouette dans ce projet, c'est que vu qu'on avait un espace de travail collectif, du coup on pouvait avoir des échanges sur nos projets, avoir des retours, se donner des contacts. Tu montrais donc une portion de ton travail à ces gens quand tu étais en... Ouais. Okay, ou même partager des lectures. J'ai lu tel truc, tiens, tu connais ça. Tu as osé montrer pendant la création, c'était pas quelque chose qui te bloquait d'échanger? En fait, à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, en section BD, on fonctionne vraiment, pendant mes études, ça fonctionnait vraiment sur ce principe-là. On est dans un atelier avec tous les niveaux confondus. Les professeurs nous donnent des projets, donc ils sont plus ou moins libres en fonction de ce qu'ils ont envie de nous faire travailler. Ensuite, nous, on se réapproprie le projet et en fait, on en discute avec les collègues de classe, quoi. Et puis, quand on va voir les professeurs, c'est pour avoir un retour, c'est pour nous dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. C'est l'échange qui est enrichissant. C'est l'échange qui est enrichissant. Et ça t'a beaucoup aidé dans la création de ton œuvre. Alors, ces ateliers, tu faisais ça à quelle fréquence? C'est un espace de travail qu'on partage, donc on vient. Tu es libre d'aller. D'aller et venir quand tu veux. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que le travail d'auteur, d'autrice de BD, c'est quand même un travail qui est très solitaire. Il y en a beaucoup qui travaillent de chez eux, donc c'est quand même assez difficile aussi parce qu'on n'a pas forcément toujours des interactions sociales. Quand on travaille, 8 heures par jour à son bureau. C'est quand même très difficile, donc ça, c'est ça qui était chouette aussi, de pouvoir avoir une interaction sociale. Est-ce que tu échangeais autant sur le scénario que sur le dessin dans ces ateliers? Sur ta manière de dessiner, tu avais des avis, ou alors c'est plus le scénario que tu avais besoin d'un échange? Moi, dans ma manière dont je travaille, je vais écrire un scénario, mais ça va plutôt être pour moi. Et après, c'est surtout sur le découpage, en fait. Le découpage, c'est là où c'est un peu le brouillon de nos pages, je dirais, et c'est là où on place les dialogues, c'est là où on met nos intentions de mise en scène, donc c'est là où, on va dire, on voit vraiment à quoi va pouvoir ressembler la BD. Alors c'est assez jeté, quoi, mais ça doit déjà, en fait, c'est un peu comme notre feuille de route, quoi. Une fois que notre storyboard découpage est validé, c'est déjà comment l'histoire va être racontée. C'est sur ça que se basent les éditeurs aussi pour nous faire des retours. Donc si je voulais demander un conseil, je montrais quelques pages tout ça, je dis qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça marche, est-ce que tu sens que j'arrive à faire passer telle intention ou telle autre. Dans ce concept de création, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Il y a pas vraiment d'étape la plus difficile. L'étape la plus difficile, c'est de trouver une maison d'édition qui te suit,
qui veut bien... Ça a été difficile, t'as dû taper aux portes? Oui, oui. Déjà, je suis une jeune autrice. Ouais. Donc, les maisons d'édition ne savent pas forcément ce que je fais. Donc, il faut un peu leur donner... On envoie un dossier, souvent, enfin, ça se fait souvent comme ça maintenant. On envoie un dossier par email. Des fois, si on a la chance, on peut les rencontrer, mais bon, il faut habiter à Paris ou à Bruxelles. Ouais. Ou aller assez régulièrement à des endroits où on peut les rencontrer, ce qui est pas forcément toujours évident. Et toi, t'as dû taper à beaucoup de portes, envoyer beaucoup de mails pour avoir un retour assez positif? J'ai participé à un concours, en fait, avec ce projet-là. Je l'ai pas obtenu parce que c'est un concours hyper connu qui s'appelle le concours Raymond Leblanc, qui est un concours international en plus. Ah. Donc tout le monde peut participer. Et il y a plein de propositions très diverses et très variées. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut rencontrer ça donne une visibilité, en fait. Les membres du jury. Non, pas forcément une visibilité. Je dirais plutôt des contacts. On peut rencontrer les membres du jury qui sont souvent des éditeurs, des éditrices. Souvent là où la présidente ou le président du jury est souvent un auteur ou une autrice confirmée. Donc ça nous permet de les rencontrer, d'obtenir des contacts et surtout des conseils. Moi, ça m'a permis d'avoir des conseils d'un éditeur qui m'a pas publié, mais qui m'a vraiment permis d'améliorer mon dossier et je trouvais ça très chouette de sa part de me faire des retours alors que c'était pas forcément pour publier le projet. Mais après, j'ai pu retravailler et quand je l'ai envoyé aux maisons d'édition, le projet était beaucoup plus professionnel. Enfin, j'avais vraiment... Ça t'a donné une plus-value, en fait. C'est ça. Et une fois que j'ai trouvé la maison d'édition, bah alors là, c'est un vrai travail de collaboration qui commence. Et donc, là ça y est, c'était bon. Ouais. Ouais. Et cette maison d'édition, elle est où? C'est la Boîte à Bulles. La Boîte à Bulles. Qui est une maison d'édition parisienne. Et donc, c'est vraiment chouette parce que il y a un éditeur qui te suit sur le projet. Est-ce que ton projet doit être ficelé pour déjà le proposer ou est-ce que tu dois avoir un canevas de l'histoire et de tes dessins pour ensuite... Oui. Avant de signer un contrat avec une maison d'édition, donc justement ce fameux dossier qu'il faut envoyer pour démarcher, il faut quelques pages terminées avec une note d'intention. Donc en gros, pourquoi est-ce que tu veux faire cette histoire? Qu'est-ce que tu veux raconter avec ça? Et une espèce de synopsis assez court, mais qui donne quand même la trame générale de ce que tu vas dire dans ton album. Et après, s'ils sont intéressés, moi c'est arrivé, ils ont demandé quelques pages en plus. Et ensuite, ils m'ont dit, bah voilà, nous, on aime vraiment bien ton projet, on va te suivre. J'imagine que c'est le moment le plus gratifiant quand tu reçois un retour positif comme ça, où tu sais que tu vas être suivi par une maison d'édition. Oui, et en même temps, tout est à faire. Enfin, c'est à nous de tout prouver, quoi. Donc peut-être une couche de stress en plus, en fait, en se disant ça y est, c'est lancé, ça devient sérieux et il faut aller au bout des choses. Ouais, après je m'y attendais. Je savais que c'était ça que je voulais, donc j'étais quand même assez contente. Et puis après, c'est pas un album qui fait tout. Enfin, c'est un début. Faut bien commencer quelque part. Ouais, c'est une bonne chose. Comment tu vois justement l'évolution de tes projets par rapport à... Tu me dis c'est un début, j'imagine que donc tu as d'autres projets. Oui, j'ai d'autres projets en tête. J'aime bien m'inspirer de témoignages, d'histoires vécues. Enfin, dans mes histoires, je crois que je reste quand même très ancrée sur des choses vécues, mais toujours dans l'optique que... Enfin, voilà, d'utiliser l'outil de la BD comme un outil de narration, donc en allant plus loin, quoi. C'est pas juste autobiographie. Ok, ouais. C'est plutôt des échanges que tu vas avoir et raconter une histoire de quelque chose qui va t'inspirer. Voilà, c'est ça. Ou d'un sujet qui va me toucher ou qui me semble être intéressant d'aborder dans un contexte contemporain, quoi, on va dire. Et donc tu me disais donc à côté de ce travail de création, tu fais d'autres activités qui sont dans le domaine. Tu peux m'en dire plus? Oui, alors avant j'étais modèle vivante, donc je posais pour des cours de dessin. J'ai fait ça un certain temps. Après j'ai décidé d'arrêter pour diverses raisons. Et là maintenant je donne beaucoup d'ateliers. Donc notamment 2 ateliers dans le centre culturel de Perouet qui s'appelle Arrêt 59. Donc c'est un atelier bande dessinée pour les ados et un atelier dessin pour adultes. C'est important pour moi d'avoir entre ma pratique artistique et le travail que je fais à côté qui est peut-être pas ça reste quand même un plaisir de travailler
avec des personnes, de pouvoir leur transmettre une passion. Mais c'est vrai que si je pouvais faire de la bande dessinée à temps plein, j'avoue que je le ferais à temps plein. Mais c'est pas possible. Mais c'est chouette aussi d'avoir, enfin, c'est un enrichissement de très riche. rencontres et tu restes quand même dans le domaine, mine de rien, tu n'as pas un boulot qui n'a rien à voir à côté. Tu restes toujours dans ce domaine créatif. Donc, on sent bien que c'est ta passion. C'est ça. Et du coup, il y a ces ateliers et j'ai oublié de dire que je donne aussi des cours au cours des métiers et des arts du Hainaut. Donc c'est un cours de BD et là c'est pour des ados, mais plus ados qui sont proches de devenir des adultes et pour adultes. Je voulais revenir un petit peu sur ton livre. Tu sais nous en dire plus un petit peu sur l'idée du nom que tu as choisi pour cette BD, M Silencio. M Silencio. Alors donc il y a plusieurs sens en fait à ce titre. Ouais. Donc le premier sens qui est le plus évident, c'est en silence en français. Enfin, ça veut dire en silence en français. C'est le fait de devoir se cacher en fait pendant la traversée et de pas se faire attraper. Donc il fallait pas faire de bruit, il fallait se cacher dans des fermes, se cacher des fois en pleine nature, donc dans les rochers, dans des grottes, etc. Et il y a aussi le silence en fait autour de cette histoire, puisque donc cette génération-là, et même dans d'autres témoignages d'immigration, pas forcément immigration portugaise de manière très spécifique, quoi, mais il y a cette espèce un peu de honte, d'être pudique par rapport à son histoire, de pas oser raconter ce qu'on a vécu en fait. Voilà, c'est ça. Et donc il y a un silence autour de ça, et moi j'ai beaucoup entendu aussi des phrases de personnes qui disaient oui, les Portugais c'est bien, ils travaillent dur mais ils se plaignent jamais, mais en même temps en fait, enfin ces populations-là qui sont arrivées de manière clandestine en France sont arrivées en espérant en fait trouver du boulot, donc qu'ils ont trouvé très rapidement puisque il fallait reconstruire la France parce que c'était après-guerre, mais en fait ils étaient tenus par le patron. Donc ces personnes-là trouvaient du travail parce qu'ils prenaient le travail qui était de mauvaises conditions, que les personnes qui pouvaient se le permettre de refuser pouvaient refuser. Donc c'est des boulots aux conditions difficiles, des travails de nuit, des boulots qui sont pas forcément très bien payés, et c'était aussi les patrons qui pouvaient les aider à obtenir une carte pour être légal, enfin avoir les papiers, quoi. Donc c'est facile de dire ça puisque ben oui, effectivement ils n'avaient pas les moyens ni la possibilité non plus de pouvoir revendiquer des droits ou de pouvoir parler de ce qu'ils vivaient qui était difficile, quoi. Et puis il y a la génération de mes grands-pères, de mes grands-parents, pardon, de mon grand-père, c'est quand même on parle pas trop de ce qu'on ressent, c'est difficile mais c'est la vie. Enfin il y a aussi cette génération qui est de pudeur, qui est comme ça, sont très pudiques, hein. Ouais. Tu pourrais partir sur quelque chose de beaucoup plus léger comme sujet, beaucoup plus marrant peut-être. C'est vrai que le sujet que j'ai choisi est pas forcément hyper gai, mais après je fais attention dans ce que j'ai envie de raconter, que ça soit pas non plus mélodramatique. Enfin, l'idée c'est pas non plus de tout alourdir. Enfin, on peut très bien parler de sujets très difficiles avec humour ou pas, du moment qu'on reste dans le respect en fait des personnes. Enfin, pour moi c'est très important, du moment qu'on reste dans le respect des personnes qui ont ces vécus-là. Est-ce que le public de tes BD est plutôt adulte, ou à l'avenir peut-être dans tes créations tu souhaites cibler d'autres types de publics? Je pense que cette BD-là peut aussi être lue par des ados. Par des ados? Ouais. Des ados quand même un peu grands. Je ne donnerais pas forcément ça à un ado qui a 11 ou 12 ans. Je sais pas, je dirais autour de 14, 15, 16 ans. Je pense que cette BD peut tout à fait être... Tu la conseillerais peut-être par rapport à le sujet qu'elle traite pour la connaissance historique? Je pense, oui, que peut-être en ayant une discussion avec un ou une professeure, enfin, après discuter en fait de ça pourrait très bien se faire. C'est un but pour toi de faire connaître cette histoire un peu par chez nous, en Belgique, en France? Tu penses que c'est une histoire qui est pas forcément connue? Je dirais peut-être pas forcément connue, parce que si. Et pour parce les générations plus jeunes.
Il y a eu, oui, peut-être pour les générations plus jeunes, je dirais qu'il y a eu quand même des productions culturelles autour de ça, et je pense qu'on en parle de plus en plus de l'immigration de manière plus générale, quoi. Après, c'est pas forcément une volonté très précise d'aller spécifiquement vers tel ou tel public. Avant tout, si je raconte des histoires, c'est parce que moi, je trouve que le sujet est intéressant. Enfin, au début, c'est quand même un petit peu égoïste d'une certaine manière, puisque c'est une histoire que moi, j'avais envie de raconter, qui me semblait importante. Enfin, on dit beaucoup que les auteurs et autrices de BD qui sont complets, enfin, qui font à la fois le scénario et le dessin, ça fonctionne un peu comme une thérapie, parce qu'en fait, à travers un récit, même si c'est fictionnel, etc., et que le personnage devient autre chose que nous-mêmes ou que la personne sur laquelle on se base, en fait, on peut raconter des choses qui nous traversent, qui sont justement difficiles, que ça soit avec humour ou de manière un peu plus dramatique. Mais moi, j'essaye toujours quand même d'apporter de la poésie là-dedans. Enfin, faut pas que ça soit que dramatique, trop alourdi, horrible et alourdir. Enfin, je veux quand même... Il y a un côté romanesque, peut-être un côté aventure que t'as envie de... Non, je dirais plus une touche d'espoir, un regard sur le monde, quoi. Enfin, une touche positive. Alors. C'est plutôt ça, ouais. Une touche positive et un regard sur le monde. Et qu'est-ce que cette expérience créative t'a apporté sur le plan personnel une fois que tu as pondu ta BD? Qu'est-ce que tu en ressors en fait de ça? Bah, c'est une super chouette expérience. Ouais. Que j'espère réitérer. Donc pas de dégoût, plutôt une envie de non, pas du tout. Ça s'est vraiment très très bien passé. La maison d'édition avec qui j'ai travaillé ont vraiment été très très chouettes. L'éditeur aussi. Non, je vois pas pourquoi j'aurais. Pour l'instant, il y a des bons retours. Donc bon, peut-être des collaborations. Tu te vois. Tu me disais que pour les BD, donc toi tu es autrice et en plus tu le dessines. Donc tu as la tête du scénario aussi. Est-ce que tu te vois collaborer pour faire quelque chose en duo avec quelqu'un qui serait peut-être plus porté sur le scénario et toi sur le dessin ou inversement? Oui, bah d'ailleurs j'ai 2 projets que je suis en train de préparer que pour l'instant je vais garder confidentiels parce qu'ils n'ont pas encore été proposés. Mais là c'est des collaborations avec des scénaristes et donc c'est vrai que ça nous retire une partie du travail qui est quand même pas négligeable en fait. Enfin réfléchir au scénario, c'est pas que ah tiens, j'ai une idée et pouf. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de savoir prendre du recul, ça demande de se poser beaucoup de questions, de se documenter beaucoup aussi. Enfin, peu importe le sujet qu'on traite, c'est toujours important d'aller lire des choses, regarder pour être juste en fait dans ce qu'on raconte déjà. Et puis s'intéresser à toutes les autres productions pour avoir... Faut rester ouvert en fait. Ouais, c'est ça. Et pour avoir un regard... parce que des fois on peut avoir des a priori en fait sur certains sujets et penser que c'est comme ça. Alors que non, souvent c'est beaucoup plus compliqué que ce à quoi on pense de prime abord, quoi. Ça t'ouvre aussi, la collaboration. Je voulais juste revenir sur un point, donc tu disais apparemment, même sur 2 points, tu disais que on ne dit pas auteur, on dit plutôt autrice. Tu peux m'en dire plus, pourquoi? Alors c'est pas qu'on ne dit pas, en soi on peut le dire. En soi on peut le dire, il y a pas de souci, mais c'est juste qu'il y a eu une revendication de la part d'autrices qui demandait à travers ce nom-là, autrice, d'être visible en fait en tant qu'artiste sur l'espace public en fait d'une certaine manière, puisque quand on est artiste on reçoit une visibilité. Après c'est moi qui trouve que c'est juste comme point de vue, mais dans l'histoire de l'art de manière générale il y a quand même beaucoup d'hommes. Les femmes n'avaient pas forcément accès à la culture, ont eu accès très tard, ont pu s'inscrire à des académies que très très tard, et il y avait toujours, enfin on les orientait toujours suivant certains choix artistiques, quoi. Donc en refermant les libertés. Et évidemment si tu étais un homme tu avais beaucoup plus de chances d'être exposé. Enfin je trouve ça chouette que avec les revendications actuelles on essaye de donner plus de visibilité aux femmes, et je trouve que le nom d'autrice justement participe à ça, de dire non en fait auteur, quand on le dit à l'oral, effectivement à l'écrit on peut rajouter un E et du coup ça ne s'entend pas toujours, ça se voit mais on ne l'entend pas, et du coup c'est un peu bizarre je trouve. C'est un petit truc et en réalité c'est peut-être pas grand chose, mais en même temps c'est quand même important.
utiliser ce mot-là, c'est un peu d'une certaine manière rendre hommage à ces femmes qui ont fait ce combat d'essayer de rendre un peu plus visibles les autrices. J'avais encore une petite question en tant qu'autrice de BD. Est-ce que c'est un milieu qui est facile ou alors c'était peut-être plus facile si tu avais été en France? Est-ce que la Belgique est un pays reconnu au niveau de la BD? Au niveau de la bande dessinée, il y a quand même un sacré... Enfin, il y a quand même il y a une sacrée histoire, effectivement, de productions qui viennent... Enfin, la BD franco-belge, quoi, c'est une œuvre, c'est tout un truc. Donc, je trouve que c'est quand même, enfin, qu'on soit en France ou en Belgique, je trouve que c'est quand même assez facile de démarcher. C'est un secteur qui a de l'avenir. C'est pas cloisonné. Oui. Ah non. Alors, il y a beaucoup de productions. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on peut se retrouver très vite noyé avec le nombre d'albums qui sortent, et du coup en tant qu'auteur ou autrice, ben effectivement on peut voir son album ne pas forcément faire énormément de ventes ou avoir l'impression qu'il n'a pas été tant que ça vendu, mais en même temps au vu de la production du livre de manière générale, c'est assez impressionnant. En plus, maintenant, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui viennent plutôt du Japon ou de la Corée, qui viennent amener aussi la culture du manga. Donc, en fait, ça rajoute encore plus de production. Il y a aussi peut-être, c'est différent. Que ce soit le manga ou la BD, je pense. C'est quand même le même format. C'est quand même le même médium, quoi. C'est quand même raconter une histoire. Alors, il y a des codes qui sont très, très différents. Ça, c'est vrai. Mais le but, c'est quand même plus ou moins de raconter des histoires. Ouais. Est-ce que tu aimerais que ton livre soit traduit en portugais pour être exporté justement dans le pays de ton grand-père? Ce serait très chouette. Parce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé? Ben, c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais après ça c'est pas moi qui décide. C'est une discussion que c'est plutôt la maison d'édition qui pourra me proposer éventuellement. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver en vente ton livre? Alors mon livre, on peut le retrouver en vente dans toutes les Fnac, aussi bien que ça soit en commande sur internet que dans la librairie. Il y a aussi les librairies Club. Plus spécifiquement à Tournai, il y a Fanfoula et Chantelivre. Donc Fanfoula, c'est vraiment librairie spécialisée bande dessinée. Et je pense que de manière générale, c'est assez facile de retrouver dans des librairies spécialisées BD. Bah écoute, pour conclure, je voulais encore te demander si tu dois t'adresser aux jeunes créateurs de BD qui ont envie comme toi de se lancer, qu'est-ce que tu conseilles? Alors moi, je conseille vraiment de garder un lien avec des gens qui font exactement la même chose que vous. Parce que, donc moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment mon expérience de travailler dans un atelier avec d'autres personnes qui font le même métier que toi. C'est quand même super important pour avoir des retours, un recul sur ton travail. Des fois ils peuvent être d'une aide très très précieuse et c'est quand même super important en fait de garder contact avec des personnes qui font la même chose que toi, sur qui tu peux leur parler de manière assez ouverte sur les problèmes qui te traversent, quoi. Et surtout rester hyper ouvert, quoi. Regarder, voir beaucoup de choses, se nourrir, c'est hyper aller vers les autres important, et aller vers les de tout ce qu'on voit, quoi. Ouais. Eh ben, c'est une belle conclusion. Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu nous livrer un petit peu ton récit et nous dévoiler un petit pan de ta création. Voilà, merci d'avoir participé au podcast Côté Canap. Je sais que l'exercice n'était pas facile. Merci à toi. Et sans doute on se reverra pour tes prochaines créations, pour nous en dire un petit peu plus. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce premier épisode de Côté Canap. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos idées de sujets ou simplement à nous dire bonjour sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, le meilleur endroit pour se détendre, c'est son canapé, mais le meilleur endroit pour échanger, c'est ici avec nous. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux et à vous abonner à votre chaîne de podcast préférée. À très vite!